Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deray et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super Julien, merci beaucoup, bonjour tout le monde. Et comme vous l'avez peut-être compris, on est aujourd'hui en présence d'une invitée de qualité, en la présence de Priscille Livenet. Comment vas-tu Priscille ? Bien, bonjour à tous, et écoutez, je vais très bien messieurs, et merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir de t'être proposé, d'ailleurs c'est même une candidature spontanée. Une candidature spontanée. Parce que j'avais écouté un podcast il y a quelques mois où vous disiez qu'il y avait très peu de femmes qui apparaissaient dans vos podcasts, donc je me suis dit, je vais postuler. Exactement, ouais, tu as bien fait. On essaie d'avoir une égalité homme-femme dans les invités. C'est une contrainte pas forcément évidente parce que dans l'agilité et dans la tech, un peu partout, c'est toujours plus difficile. Mais bon, on continue et du coup, merci de nous aider. Grâce à toi, on va pouvoir avoir des invités hommes aussi. Donc Priscille, tu es coach indépendante depuis 2 ans et tu étais déjà coach avant dans le milieu de la logistique et des transports, si je me rappelle bien. Ouais, alors j'étais pas coach avant, moi j'étais responsable de business unit dans les transports. Mais tu avais une licence de coaching. Oui, déjà, sur les dernières années, oui. Et donc aujourd'hui, tu proposes du coaching, donc de l'accompagnement, du coaching de manager, des formations sur le leadership, sur le management hybride, la gestion de temps, la facilitation, de l'enseignement dans le supérieur. Stop. Et tu animes du coup depuis fort longtemps le podcast Productive You, où tu parles de gestion du temps, de conciliation entre la vie pro et la vie perso, et de productivité en général. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Non, écoute, je crois que c'est déjà pas mal. Bon voilà qui devrait nous donner pas mal de sujets de discussion. Et pour ouvrir, donc moi ce qui m'intéressait quand j'ai vu ton profil, c'est coaching. Je me suis dit c'est cool parce qu'on parle toujours de coaching agile avec Pierre, mais au final on sait pas. Je sais pas pour toi Pierre, moi je me suis fait un petit peu aider à une époque à Swissborg par un coach qui a fait un peu le tour des popotes pour voir ce qui allait pas, mais c'était à peu près tout. Globalement il m'a dit non ça va, il est parti. Donc du coup ma question pour toi Priscille, c'est le coaching, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un template ? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un ou d'une coach quand il s'arrive dans l'équipe ? Alors là, tu me parles du coaching d'équipe ou plutôt d'individuel ? Alors parlons d'équipe. D'équipe. Écoute, quand on prend un coach dans une équipe, c'est généralement pour un accompagnement qui va fonctionner, je sais pas moi, un changement dans l'équipe. Ça peut être un problème rencontré dans l'équipe, problème de communication, où on est dans des phases d'équipe où tu vois, t'es en période de storming et puis on n'arrive pas à passer à l'étape d'après. Le coaching d'équipe, on en parle de façon plus générale, c'est assez proche quand même du coaching agile d'équipe, à la différence qu'un coach qui n'est pas un coach agile n'est pas censé proposer des outils, des solutions, si tu veux. Il n'arrive pas avec une boîte à outils en disant on va faire ci, va faire ça. Il va proposer plutôt des exercices qui vont permettre aux gens de se découvrir, de se connaître, d'identifier des sujets. Il va beaucoup questionner. Dans le coaching agile, on a quand même toute une trousse à outils qu'on va un peu appliquer en fonction de ce qu'on voit et qui va permettre d'avancer, mais dans un cadre quand même qui est déjà un petit peu défini. Le coaching, on va dire, plus traditionnel, on a aussi des outils. On va faire beaucoup de jeux, de questionnements, on a tout un tas de choses comme ça. Mais on va être beaucoup plus dans une grande ouverture et pas du tout dans proposer des solutions. La solution, comme dans le coaching individuel, elle doit venir de la personne, puisque l'idée c'est que cette solution, si elle vient vraiment de la personne, on a beaucoup plus de chances qu'elle soit appliquée que quelqu'un qui vient et qui dit en bout de 3 minutes c'est comme une ordonnance, fais ça 3 fois par jour et t'es guéri. C'est un peu le principe, c'est de se dire que si on veut vraiment que la personne ou l'équipe avance, il faut que la solution elle vienne vraiment d'eux et nous on va plus les guider.
C'est, à vrai dire, ça me rappelle un peu à l'époque où Pierre et moi étions Scrum Master, on essayait souvent en rétro, justement, plutôt que d'arriver avec notre chapeau de Scrum Master en disant bon ben voilà, le problème c'est ça, il faut faire ça, on essayait de guider l'équipe pour qu'ils trouvent la solution d'eux-mêmes et arriver sur l'outil ou à peu près quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait. La démarche, elle est un peu similaire. On est assez proche en plus en groupe, quand on accompagne un groupe, on est aussi assez proche de la facilitation. Où on est là, on ne s'impose pas, on est un peu, on donne un peu des règles du jeu, mais après c'est les gens, l'équipe qui va à l'intérieur évoluer, et on n'est vraiment pas là pour faire une prescription. C'est vraiment ça. C'est vraiment dans l'idée de donner des outils et des méthodes pour dans le futur, parce que ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on peut répondre à un problème donné à un instant T, mais le problème c'est que si on donne seulement la solution et non pas comment on est arrivé à la solution, la prochaine fois il y aura un autre problème qui apparaîtra. Si on peut pas réappliquer telle quelle la solution pour le problème passé, forcément on est bloqué. Donc c'est ça. Complètement d'accord. L'idée du coach, c'est pas d'être votre coach à vie. Ça serait bien pour nos finances, faut être clair, mais l'idée c'est pas du tout ça. Ça fait partie d'ailleurs de notre éthique. C'est plutôt d'expliquer un cheminement, d'aider une personne à trouver un cheminement qu'elle va pouvoir ensuite réappliquer toute seule. Sur certaines choses. Alors de temps en temps il faut se refaire aider parce que quand même c'est des problématiques différentes, etc. Mais l'idée ça sera toujours la même. C'est-à-dire on va enclencher quelque chose et ensuite la personne elle va par un cheminement pouvoir répliquer, se re-questionner avec des choses similaires. Parfois on a des petits exercices à faire de questionnement, on peut leur donner des petits outils, mais c'est pas le coach qui fait. C'est toujours les coachés en équipe ou en individuel qui travaillent. J'aime beaucoup l'approche que tu donnes parce que ça reflète parfaitement ce que je dis à mes ingénieurs dans mon équipe. Je leur dis, ils me demandent à chaque fois, mais c'est quoi l'aspiration? Comment tu sais que tu es un bon team lead? Et à chaque fois, je leur réponds, le jour où je travaillerai pas, mais que vous soyez pas au courant que je travaille pas, et pour autant vous délivrez la même chose, ça veut dire que je fais un travail excellent en tant que team lead, c'est-à-dire que j'ai réussi en gros à faire abstraction de moi dans l'équation, et pour autant l'équipe fonctionne toute seule, et c'est exactement de ce que j'entends, ou du moins c'est de la manière dont j'approche mon rôle de team lead, mais ça semble être aussi exactement le rôle d'un coach, donc c'est oui, mais c'est clair, et c'est bien le parallèle que tu fais avec le manager ou le team lead. Moi quand j'ai été formée au management il y a fort longtemps, parce que messieurs je suis beaucoup plus âgée que vous, on avait fait un petit calcul avec Julien. En fait, Julien, il a l'âge de mon fils aîné, donc voilà. Il y a une petite décalage. Moi, j'avais un prof à l'époque, c'était en entreprise, qui nous avait dit on voit un bon manager si quand il est pas là, vous vous en rendez même pas compte. L'équipe, elle continue à fonctionner. C'est ça. Et très curieusement, quelques années plus tard, moi j'ai eu l'occasion j'ai encadré beaucoup d'équipes, et à un moment j'ai dû m'absenter pendant un certain temps. C'était planifié, donc j'avais tout organisé dans mon entourage, et ça durait quand même un petit moment, mon absence. Et donc j'avais des relais, c'était pas une équipe de piou-piou qui démarrait, quoi. Et la DRH m'a appelée en me disant mais non mais Priscille c'est pas possible, il va falloir qu'on trouve quand même quelqu'un pour te remplacer parce que sinon on va croire qu'on n'a plus besoin de toi jamais. Bon. C'est toujours le grand problème. Je partais pas non plus 6 mois, voilà. Ouais. Mais je trouvais ça exceptionnel, quoi, que d'un côté on te dise non mais c'est comme ça qu'on peut justifier qu'il y a un bon manager, c'est qu'en fait il a su déléguer, il a su mettre des relais en place, et je m'étais évertuée pendant longtemps à le faire pour que justement ça se passe bien. Et qu'on on me dise ouais mais là si ça se passe trop bien c'est qu'en fait on n'a plus besoin de toi. Ouais mais sauf que pendant cette période là on gérait pas des projets stratégiques, on était vraiment dans de la routine, on n'était pas en train de refaire le monde, quoi. Et c'était le but, cette période-là, elle était prévue comme ça, et parce que c'est pas à ce moment, quand le patron n'est pas là, que tu vas refaire toute une organisation. Mais ça m'avait un peu choqué, cette approche de dire, finalement, faut mieux être mauvais, quoi, parce que les gens ont l'impression que du coup, t'es indispensable. Mais moi je trouve qu'on m'a toujours dit les indispensables, il y en a plein les cimetières, donc il faut apprendre et si on veut pouvoir évoluer en tant que manager ou team lead, ça veut dire qu'il se faut du temps pour respirer, pour réfléchir, et si t'es toujours la tête dans le guidon parce que ton équipe elle est complètement dépendante de toi, t'avances pas. Non, t'avances pas, t'apprends pas, tu peux pas te mettre sur d'autres projets transverses, tu végètes.
On parle souvent ici de la gestion de l'énergie et le but du leader, son objectif, c'est aussi de pouvoir garder la big picture, la vision d'ensemble. Et pour faire ça, il faut réduire la cognitive load, la charge mentale. Oui. Et du coup, la charge mentale, il faut qu'elle soit justement dispersée sur l'équipe pour pouvoir, quand il y a un projet stratégique, quand il faut pousser, quand il faut lever un drapeau, faut avoir l'énergie et puis même la vision pour le faire, quoi. Excellent. Si on revient sur le coaching, donc admettons j'ai une équipe, je vois que ça va pas. Admettons je suis pas le manager, je suis dans l'équipe. Je vois qu'il y a un problème. Comment est-ce que on passe de il y a un problème dans l'équipe à il y a Priscille qui arrive? Alors ça c'est une bonne question. Ça doit dépendre des entreprises. En général, on fait appel à quelqu'un de l'extérieur quand on n'a pas les ressources en interne pour faire, parce que dans certaines entreprises, il y a des coachs, déjà, que ce soit des coachs agiles ou des coachs tout court, où il y a des facilitateurs aussi dans certaines entreprises, donc après, il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources qui sont sur place. Et puis après, si vraiment ça coince, il faut parfois de faire appel à quelqu'un de l'extérieur, ça permet déjà d'avoir un œil neuf, qui va pas prendre parti. Parce que la grande difficulté en entreprise, c'est ça, quoi. C'est que si on est sur des sujets peut-être un peu touchy, on peut avoir une tendance à être plus favorable à l'un qu'à l'autre. Parfois, quand on arrive sur des équipes un peu difficiles, ou même quand on est sur des trucs de changement, on peut être jugé parti, c'est difficile. Donc avoir quelqu'un de l'externe qui va plutôt gérer un process et s'assurer que le process est neutre. Qu'on n'est pas en train de, quand on fait, je sais pas, un brainstorming par exemple, qu'on n'est pas en train d'aiguiller les gens dans le sens qu'on a envie qu'ils aillent, et pas du tout, tu vois, c'est un certain nombre de choses comme ça qu'il faut regarder. Et puis après, voilà, il faut essayer de convaincre son manager qu'on en a besoin. Mais si le manager se rend compte qu'effectivement il y a un cap à passer et qu'il n'y a pas les outils en interne, surtout que parfois, je veux dire, l'accompagnement d'une équipe, c'est pas forcément pendant des mois. Parfois, il suffit d'un atelier ou deux. Donc 3-4 heures ou 2 heures, 2 fois 2 heures, ou avec un certain nombre d'outils pour, qu'on va dire, libérer la parole, c'est-à-dire que créer un endroit safe où les gens vont pouvoir s'exprimer sans risque de se faire derrière rattraper par la patrouille, parce qu'ils ont dit des choses et que ça plaît pas. Déjà ça, parfois, c'est suffisant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de problèmes de communication. On n'ose pas dire, on n'ose pas avoir les conversations difficiles, on enrobe les choses, on fait des feedbacks un peu tièdes, tu vois. Ah bah oui, mais je voudrais pas le brusquer, alors je lui dis pas tout. Sauf que ça s'accumule après la pile, puis un jour, ça pète. Comment on rattrape ça? Et dans une équipe comme en individuel, ça marche de la même façon. Et très souvent, ça vient de problèmes de communication, parce que les gens n'osent pas parler. Et parfois juste un petit atelier de quelques heures, quelques animations, quelques jeux, ça permet de connecter un peu les choses. C'est pas forcément long. C'est intéressant, on avait eu des cours de communication en école d'ingé et on m'avait toujours dit il y a 4 étapes quand 2 personnes parlent entre eux. Moi je disais non, il y en a que 2. On m'a dit non, il y en a 4. Il y a ce que tu penses, il y a ce que tu dis, il y a ce que la personne entend et il y a ce que la personne comprend. Oui, c'est ça. Et à chaque étape, il peut y avoir de gros soucis de par la hiérarchie, la pression, le stress, l'anxiété, la peur de dire la vérité ou de sentir qu'il faut mentir pour une raison qu'on n'est pas. Il y a tellement de variables qui rentrent en compte que rien qu'un échange entre 2 personnes, ne serait-ce que quelques phrases, il y a tellement de possibilités pour déjà avoir une communication qui est cassée entre 2 personnes. Alors à l'échelle d'une organisation, c'est terrible. Je peux qu'imaginer. Et on a beaucoup de mal à avoir ce qu'on appelle les conversations difficiles. C'est-à-dire que parfois, il faut mettre un peu les pieds dans le plat. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut être énervé, agacé, il faut s'exciter. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on va être sciemment présent, on va avoir préparé le discours qu'on veut avoir, l'échange qu'on veut avoir. Pour mettre des problèmes sur la table, parce que ça sert à rien de les cacher. Comme je disais tout à l'heure, de toute manière, ça va forcément revenir, et puis en général avec une certaine force. Donc vaut mieux peut-être déminer, mais ça, c'est des discussions qui sont très très difficiles et qu'on évite tout le temps. Que ce soit nous, en pro ou en perso, on essaye de mettre ça sous le tapis, parce que c'est pas confortable. On n'aime pas dire aux gens qu'il y a un truc qui coince, on a envie d'être gentil. En plus, maintenant, on nous fait une espèce de
utilisation largement abusive de la fameuse bienveillance. Alors moi, ce mot-là, je le déteste cordialement, parce que là-dedans, on met tout et rien. Et moi, je me retrouve en formation avec des gens, ah oui, mais pour être bienveillant, on peut pas leur dire ça. Bah si, t'as le droit de lui dire que s'il arrive tous les matins à 9h30 au lieu de 9h, alors que vous avez une réunion d'équipe, ça va pas. Oui, mais la bienveillance... Non, c'est pas ça la bienveillance. Au contraire, être bienveillant, ça veut dire qu'on veut le bien des gens. Est-ce que d'accepter qu'ils prennent des passes droits, qu'ils suivent pas les règles du groupe, c'est être bienveillant? Bah sûrement pas. C'est être c'est être mou dans son management, c'est accepter tout et n'importe quoi, et c'est à terme se faire marcher sur la tête par tout le monde. Il y a des règles de fonctionnement dans une équipe, bah c'est à tout le monde de les respecter. On peut écouter la personne. Pourquoi? Elle a peut-être un problème de garde, je sais pas quoi, de train, qui fait que... Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même une règle, et c'est pas la bienveillance. Et souvent, sous couvert de cette fameuse bienveillance, alors on met tout dans du joli papier doré, avec un petit nœud, on fait des feedbacks, comme je disais tout à l'heure, tièdes, ce qui fait que les gens, en fait, se rendent même pas compte qu'on leur a fait un feedback. Oui. Et puis après, tu te dis, mais ça fait 3 fois que je lui fais un feedback, il a pas compris encore. Bah c'est sûr, il a pas compris. Il a pas compris qu'on lui faisait un feedback. Voilà, tu fais un truc entre deux ports, très tu sais, sugarcoat là, très léger, hein. Mais la personne, ça va pas. Tu vois, moi je fais une formation sur le feedback et je sortais des chiffres l'autre fois. Je crois que c'est 50% des employés souhaitent avoir des feedbacks et des feedbacks correctifs. Et 72% des salariés se rendent compte que c'est grâce au feedback qu'ils vont progresser. Ouais. Donc faut pas se priver. Faut pas se priver, faut y aller, quoi. Ça se prépare, on fait ça bien avec des faits, on n'est pas sur des on-dit, on a bien préparé son truc, on fait pas ça entre deux portes vite fait quand on n'a pas le temps. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser son équipe, et puis surtout qu'on arrive on évite de se retrouver dans des situations inextricables liées à des problèmes de communication, choses pas comprises, voilà. En ce moment, on est en période de revue semestrielle, et du coup, on en a dans tous les sens. Et j'ai entendu de la part de plusieurs managers dans ma boîte qui disaient va falloir que je donne tel feedback à telle personne. Ça va être un peu pesant comme journée. Ouais. Et à la fin de la journée, revenir vers moi à me dire. Mais tu sais quoi, les gens ils m'ont remercié pour les oui. Et eux-mêmes ils croyaient pas, quoi. Mais le feedback, ça doit être considéré comme un cadeau. C'est un cadeau qu'on fait à l'autre pour lui dire voilà, il y a de la progression. Alors ça peut être en plus un feedback tout à fait, on va dire positif, hein, remercier quelqu'un, et en étant tout aussi factuel et circonstancié que si c'était un feedback de correction. C'est-à-dire, j'ai bien aimé que dans ta dernière présentation, t'as fait ci, t'as dit ça au client, parce que juste, c'était bien, ouais, ok, mais quoi qui était bien. Et les feedbacks d'amélioration, c'est la même chose. Hein, et les gens remercient, parce que quand c'est fait vraiment de façon saine, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de casser les gens, quoi, hein, mais qu'on est vraiment dans une optique de préparation positive. C'est ce que je dis souvent aux managers que j'accompagne, parce qu'on me dit j'ai un feedback négatif à faire. Non, c'est jamais négatif, c'est un cadeau. Donc ça va être correctif, d'amélioration, mais c'est pas négatif. Et si on part dans l'esprit c'est un truc négatif, déjà on se met un peu des bâtons dans les roues tout seul, parce qu'on se met dans un état d'esprit négatif. Si on part dans le genre je vais faire un cadeau à mon collaborateur, je vais partager avec lui des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties, etc. Et on va ensemble trouver des solutions pour que ça s'améliore, la conversation elle démarre déjà pas du tout pareil. C'est hyper intéressant. On a donc chez GetGround, donc là où je travaille, on a 4 valeurs. Donc Healthy Ego, donc un ego sain, poursuite de l'excellence, obsédé par le feedback, et no BS, donc pas de bullshit, pas de mensonge. Ouais. Et quand on y pense, en fait, les 4 sont en séquence, puisque on attend des gens qui aient un Healthy Ego. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'ils poursuivent l'excellence. Comment on y arrive ? En ayant en étant feedback obsessed, donc en introspectant souvent comment on est, et surtout en appliquant le no BS, donc sans se mentir à soi-même et aux autres, de manière à ce qu'on ait des LCGO et on a une loupe vertueuse, un cercle vertueux, qui aide beaucoup justement à développer des individus et à les amener au maximum de leur potentiel. Donc. Mais c'est évident. Et c'est des choses qu'il faut faire tous les jours quasiment. Complètement. Parce que comme ça, quand tu arrives à ta revue à la fin, déjà
énormément de matériel pour justifier de ci ou de ça. Tu évites des biais, parce qu'on a plein de biais. Le biais, souvent, c'est qu'on se souvient des trucs qui sont arrivés dans les 3 dernières semaines, et puis ça va faire qu'on va mettre entre guillemets une bonne note ou une mauvaise. Sauf que derrière, il y a 365 jours, quoi. C'est pas juste... voilà. Et donc, si on le fait régulièrement, on a du matériel, on a des traces, etc. Et on va pas, du coup, faire une évaluation sur 3 semaines, ou juste un événement malheureux qui va s'être passé la semaine d'avant, puis qui va torpiller toute une année. Kim Scott dans Radical Candor, où ça parle pas mal de feedback, parle très bien de tout ça, et notamment du fait de... elle dit, recevoir du feedback, c'est un peu comme quand on te dit que t'as la braguette ouverte, quoi. C'est un peu bizarre pour la personne qui le dit, c'est un peu bizarre pour toi, mais en même temps, tu dis merci, parce que si on te l'avait pas dit, t'aurais passé toute la journée avec la baguette ouverte, quoi. Mais il y a je me souviens plus du nom de ce formateur. Enfin, je vous donnerai les coordonnées. Il fait une petite vidéo qu'on retrouve sur YouTube, et il est avec un espèce de vieux gilet fait par la grand-mère, un truc moche, qui est tout bariolé, qui a pas de forme, enfin un truc affreux, quoi. Pire que le pull de Noël, tu vois. Et il dit, voilà, c'est le feedback, c'est comme un peu le pull de mamie, quoi. C'est pas forcément très beau, ça gratte un petit peu, mais voilà, le cœur y est, quoi. Et c'est exactement ça. Hein, c'est pas toujours facile, et on a beaucoup de mal avec ces conversations difficiles. On a du mal à les mettre sur la table, et je pensais alors à ça ce matin. Alors on est assez loin du coaching pour le coup et de l'agilité, mais je regarde une série qui s'appelle This Is Us. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Je suis ravie qu'Amazon ait racheté HBO, parce que du coup les séries que je regardais quand j'étais abonnée sur Canal sont revenues, donc je peux recontinuer et faire lire certaines saisons. Et dans ce film, il y a énormément de feedback. Les gens passent leur temps à se faire des retours, pas forcément faciles, et on les voit d'ailleurs, qui rament comme des petits fous parce qu'ils ont pas envie, qui retardent, qui repoussent et machin, mais au bout d'un moment ils y vont, les frères et sœurs notamment, et je trouve que, au-delà de l'histoire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cette façon de faire là c'est une famille, est extrêmement sain. Et on devrait avoir la même démarche, que ce soit en famille ou en entreprise en fait, même si ça gratte un peu. Complètement. Et on en revient à la capacité à avoir des discussions difficiles, des conversations difficiles. Je sais plus si on en a parlé dans ce podcast ou pas, mais j'ai lu ce bouquin, Difficult Conversation, Crucial Conversations. Ouais, je l'ai aussi celui-là, mais j'adore. Qui est absolument excellent, et j'allais dire tout manager, mais tout le monde devrait lire, et notamment il parle du Fool's Choice. Il dit cette idée que si je donne ce feedback, ou si j'entame cette conversation, je vais forcément devoir choisir de soit perdre un ami, soit dire la vérité. Et du coup on a tendance à réfléchir comme ça, et du coup à se bloquer ou à minimiser ou à sugarcoat dans tous les sens, alors qu'en fait si on a les bons outils, justement le bouquin donne toute une série d'outils, on arrive très bien à avoir une conversation où on va pouvoir structurer c'est ça, structurer et aller de l'avant tous les deux ou tous ensemble, plutôt que d'être en opposition et d'essayer de gagner entre guillemets. Très bien. Alors, si on revient sur le coaching, donc oui. parlons des méthodes agiles. Donc, quand on préparait cet entretien, tu me disais que du coup, tu avais déjà une licence de coaching. On pourra en parler de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire être coach ou devenir coach. Mais du coup, tu disais que t'avais découvert un peu les méthodes agiles au détour des outils que tu explorais. Oui, tout à fait. Alors c'est déjà arrivé parce que j'avais suivi tout un tas de formations en fait en ligne pendant le Covid, un petit peu avant déjà, etc., qui m'avaient un petit peu mis en relation avec le monde de l'agilité. Et moi, ce que j'ai bien aimé, et notamment, c'était des gens qui, au travers de certains webinaires, détournaient un petit peu, si tu veux, des outils de l'agilité pour faire avancer des groupes, en fait. Et j'avais trouvé la démarche assez sympathique, et dans le même temps, moi je coachais une personne qui était elle-même Scrum Master dans une banque, et qui me parlait beaucoup de ses rituels, machin, tout ça.
Et donc je me suis dit, ça serait quand même intéressant pour moi de mieux connaître ces outils, enfin en tout cas, et cette philosophie, parce que déjà dans mes formations et dans mes accompagnements, je peux avoir des informaticiens, déjà des gens de l'informatique, que les techniques agiles s'étendent au-delà de l'informatique, et que pour moi, voilà, c'était vraiment une façon de découvrir des outils complémentaires que j'allais pouvoir utiliser, peut-être détourner, parce que je suis très forte pour détourner des outils. Enfin, et faire des ponts, en tout cas faire plutôt des ponts entre disant tiens, je fais ça, je vais l'utiliser ici, et voilà. Je teste un peu des choses comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, je vais faire cette formation de coach agile, en plus d'être coach standard, on va dire, que j'ai complété derrière par une facilitation agile aussi. Parce que ça m'apporte plus. Alors, très, très clairement, je ne coache pas des équipes agiles aujourd'hui, tu vois. Mais c'est plutôt l'état d'esprit, le fait de pouvoir travailler avec des clients qui ont des différentes approches et de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce que si on prend méthode agile, genre gestion de projet, hein. Moi j'ai fait beaucoup de gestion de projet dans ma vie, parce que j'ai été chef de projet pendant longtemps, enfin j'ai fait pas mal de choses autour du projet, c'est radicalement différent. Et moi j'avais besoin de comprendre en quoi c'était différent, si tu veux, hein. Quand on me disait ouais mais toi tu fais de la courbe en V, machin, ouais, mais moi je construis des entrepôts, si tu veux, donc on n'a jamais construit un entrepôt en méthode agile. Et c'est pas demain matin qu'on fera un petit sprint, et puis qu'on va dire non mais finalement là on va changer le poteau de place. Non, ça c'est pas possible. Une fois que le plan il est fait, hein, voilà. Donc il y a des choses où ça s'applique pas. Et moi je connaissais plutôt le projet sous cet angle-là, le gros projet, et j'avais vu aussi des gros projets informatiques dans lesquels j'étais impliquée, où tu avais une release tous les 2 ans. Donc toi t'attendais patiemment ton évolution, au bout de 2 ans elle arrivait, tu disais oh c'est ça que j'ai. Ben oui mais là c'est plus ça que je veux en fait. Et d'où les méthodes agiles. Donc on est d'accord. Donc voilà, moi j'avais besoin de pouvoir comparer ça, puis comme je suis toujours très curieuse de nature et que j'aime bien comprendre, c'est comme ça que je suis arrivée à faire ces formations qui pour moi sont tout à fait complémentaires de ma formation de coach standard, on va dire, et qui me donnent surtout beaucoup d'outils de compréhension et d'outils que je peux détourner. Et je veux dire, quand moi j'ai la première fois où j'ai fait une formation où j'avais à la fois des gens qui sortaient du service informatique et puis des gens du marketing ou autre, puis que je leur ai dit tiens on va faire un speedboat en rétro. Alors les informatiques étaient tout contents. Tous les autres ils ont découvert, et puis en plus de ça je l'avais fait sur Miro, donc en Miro il y a un super gros modèle magnifique et tout, mais tout le monde a adoré. Et plutôt que de faire un tour de table à la fin de la réunion, alors ça s'est passé comment, qu'est-ce que t'as aimé, machin, où t'as 3 mots, des grandes banalités, et puis voilà, donc c'est des petits outils comme ça que j'utilise de façon un peu détournée effectivement, mais qui marchent très très bien ailleurs, très bien ailleurs, voilà. Donc faut pas hésiter, et je pense que ça me fait une boîte à outils en fait, hein, dans laquelle je peux puiser. Et même si effectivement je te dis, l'approche du coach agile est un peu différente du coach ICF comme moi je le suis, puisqu'on vient pas nous avec des outils et des solutions, on est vraiment dans le questionnement. C'est hyper intéressant parce que justement c'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu te considères comme coach qui utilise des méthodes agiles ou complètement comme un coach agile? Non, moi je suis plus qui utilise des méthodes agiles. C'est justement ce que j'ai compris de ton explication, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, donc, est-ce que tu penses que quelqu'un qui se définit comme un coach agile, et comme tu l'expliques, donc c'est quelqu'un qui serait plus focalisé sur le résultat et les solutions, plus que peut-être une partie où toi t'amènerais plus, par exemple, de l'ouverture de la communication, ou justement essayer d'ouvrir des portes qui peut-être ont été fermées dues à la communication, et là où un coach agile va peut-être trop se focaliser sur la solution plus que le problème de base, c'est là où toi je dirais pas qu'il se focalise plus sur la solution, mais il va être peut-être beaucoup plus accompagnant, peut-être beaucoup plus guidant en utilisant des outils, et puis on reste vraiment du coup dans un environnement agile. Le coach agile, il est là pour régler des problèmes d'agilité dans une équipe agile, généralement. Voilà.
Le coach qui n'est pas agile peut utiliser des outils. Par exemple, moi je fais des accompagnements de personnes qui se posent des questions sur leur avenir, dans leur carrière, des choses comme ça, un peu comme des bilans de compétences ou des réflexions. C'est pas un coach agile. Non. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, par contre, je peux utiliser certaines des méthodes pour faire avancer. Donc c'est plutôt, je me considère pas du tout comme un coach agile. J'ai des méthodes que je vais utiliser, mais je n'accompagne pas d'équipe agile parce que pour moi, alors où j'ai mal compris ce que c'était qu'un coach agile, c'est possible aussi. Le coach agile, il est vraiment dans son univers d'agilité, dans une équipe qui fonctionne en agilité, parce que il va faire partie des rituels, il va suivre toute la vie de l'équipe jusqu'à la fin d'un projet, voire plusieurs projets. Voilà, on est vraiment dans un cadre hyper défini. Le coaching au sens large, il n'y a pas de cadre défini comme ça. D'accord. Ah, je vois. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus... On a des problématiques qui vont être différentes. Ouais. Ça m'a pas empêché, tu vois, avant d'être coach agile, d'accompagner cette Scrum Master sur ces problématiques de management et de choses comme ça, parce qu'on n'était pas en train de régler des problèmes de son équipe agile, tu vois. Oui. Ou La lié compréhension de l'agilité permet de faire un accompagnement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. De comprendre comment ça fonctionne, de m'expliquer les points, les machins, les trucs. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, mais si j'avais pas fait cette formation, j'aurais pas compris tout ça. Hein. Enfin, j'aurais pas. Alors, même si on dit qu'en coaching, on n'est pas obligé de comprendre la problématique du client pour l'aider. Enfin, moi, je suis curieuse de nature, donc j'aime bien quand même comprendre. Voilà. Excellent. Et donc, alors, le coaching, c'est quelque chose qui est assez trendy en ce moment. Il y a des coachs partout, de tout et de ci et de là. Et j'entends beaucoup à chaque fois à chaque fois que je me renseigne sur la question, je lis, mais attention, pour coach, ça, n'est pas coach on peut pas s'auto-définir, s'auto-brander coach. Ça répond à certains critères. Alors, malheureusement, si. Ah si. C'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, t'as envie de te mettre une plaque de coach demain matin, tu l'es. Malgré le fait qu'il y ait des écoles de coaching, des diplômes de coach. Hein. Moi, je suis diplômée, j'ai un RNCP, donc c'est-à-dire c'est dans la classification des diplômes français, c'est reconnu, il y a des fédérations. Okay. On est coach. Voilà, je suis coach, j'ai passé tous mes diplômes. Là, j'ai un certain nombre d'heures de coaching, donc je dois passer au niveau au-dessus. Là, j'ai un diplôme à passer, un examen à passer dans 3 semaines, qui implique que j'ai fait tout un tas de formations continues tout le long de ma vie. Je devrais en faire et je devrais pouvoir le justifier régulièrement. Pareil, les pratiques sont enregistrées. Enfin, il y a tout un parcours. On n'est pas coach comme ça normalement, tu vois, en tout cas. Donc ça, c'est le cadre où voilà, tu fais vraiment ton parcours pour être sérieux, on va dire. Hein. Et tu dois te former toute ta vie, et puis voilà. Et puis à côté de ça, le mot coach maintenant est devenu complètement galvaudé. Quoi. Je suis coach en rangement, je suis coach en machin, je suis coach en truc, tu mets coach en ce que tu veux. Sauf que c'est pas du tout... dans un domaine, enfin c'est dans des domaines très spécifiques, alors que le coaching c'est pas normalement dans des domaines très spécifiques, puisqu'encore une fois on travaille sur le questionnement, et puis moi je connais des gens, coach en rangement, ils rangent ta maison quoi. Ouais, mais c'est pas ça d'être coach, c'est montrer le chemin, mais c'est pas faire à la place d'eux, tu vois. Et donc moi j'appartiens à des fédérations où on se bat pour la reconnaissance des coachs et surtout pour une sorte de législation qui ferait que on soit vraiment dans quelque chose de beaucoup plus encadré et qu'on évite qu'on ait des pimpins qui, excusez-moi du terme, hein, mais qui s'improvisent coach et puis qui font parfois beaucoup de mal. Parce que mine de rien, quand on est coach, on a une certaine éthique, on ne doit pas intervenir auprès d'une certaine population de gens qui ont peut-être des problèmes psychologiques, qui doivent aller voir là un thérapeute, hein, donc quelqu'un dont c'est le métier. Un coach, c'est pas un thérapeute. Alors certains ont la double casquette, hein, mais pas tous, loin de là. Et puis il y en a certains qui, voilà, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais ça peut être dangereux. Donc voilà, et puis d'autres qui profitent un peu de la faiblesse des gens, des problèmes des gens, pour en plus, du coup, les arnaquer, soutirer des sommes folles. Voilà, puis c'est souvent en plus des gens, malheureusement, hein, qui font des millions de vues sur YouTube. Eh ben, c'est pas forcément les meilleurs. Hein.
Alors ça va être ma question, mon follow-up, c'est comment, si moi demain je ressens que j'ai besoin d'un coach, soit pour moi, soit pour mon équipe, comment est-ce que j'arrive à déterminer qui est bien, qui est pas bien? Est-ce qu'il y a des... il y a des fédérations déjà. De fédérations. Voilà, donc il y a des fédérations avec des annuaires. Donc déjà, tu vas pouvoir, du coup, les gens qui sont repérés, enfin qui sont inscrits dans ces fédérations, puis tu montres pas de blanche, en plus, quand tu t'inscris, c'est pas juste je m'inscris. Donc tu as montré effectivement certifié que tu as fait bien une formation, etc. etc. Donc tu as des fédérations, tu as l'ICF, tu as EMCC, tu en as tout un tas d'autres, où ils ont des répertoires comme ça de coach. Donc comme ça, tu peux déjà faire ton choix. Après, ça peut être aussi, c'est souvent par le bouche à oreille, mais vérifier, demander, quel est ton diplôme, est-ce que tu as bien quelqu'un qui te supervise. Moi, je suis coach. J'ai un coach qui me supervise, avec lequel j'ai un entretien tous les mois, et c'est obligatoire quand on est coach. Comme quand les thérapeutes, pareil, ils ont la même chose, ils doivent faire partie de groupes pour qui on les suive, c'est pareil pour un coach. Déjà ça, puis il ne faut pas juste demander qu'on vous le dise, oui, je le fais, quoi. Moi, je suis supervisée, j'ai tous les ans un certificat de mon superviseur. Donc je peux te le montrer, je peux te le donner, j'ai pas de honte à ça, je veux dire, voilà, qui montre que bien je suis 1 chez ICF, 2 je suis supervisée, 3 j'ai un diplôme de coach, donc on a le droit de se renseigner, parce qu'aujourd'hui il y a tout et n'importe quoi, et encore une fois ça peut faire plus de mal que de bien. Donc voilà, vérifiez ça, et pas juste le profil LinkedIn, c'est bien, mais tu peux écrire n'importe quoi. Donc voilà. Et ensuite, la démarche de coaching, faut que ça passe des deux côtés. Donc il faut s'entretenir avec le coach. Parce que en fonction de sa personnalité, t'en as qui sont un peu plus pushy, d'autres qui sont un peu plus soft. Enfin voilà, donc c'est vraiment parce que l'idée, on dit quand on va discuter, on crée une alliance en fait avec notre client. Donc pour que cette alliance elle se fasse, il faut bien que c'est un fit entre les deux. Donc on va échanger, et puis peut-être qu'il va falloir 3-4 entretiens avec 3-4 coachs différents avant de trouver le bon. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est juste qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, et on n'a pas le même fit avec tout le monde. Donc là, il faut pas le prendre mal, d'un côté comme de l'autre. C'est souvent difficile de se faire imposer quelqu'un. Si jamais parce que c'est pas forcément le bon. C'est pas forcément le bon. Et en coaching d'équipe, donc ce qui arrive parfois, c'est qu'on nous demande de coacher une équipe ou de la former, et on nous demande aussi de accompagner individuellement. On peut pas accompagner tout le monde quand on est coach. Éthiquement, ce n'est pas normal. On peut pas faire le chef et les subordonnés. On fait l'un ou l'autre, mais voilà, on évite qu'il y ait des interactions, parce que du coup, il peut y avoir des jeux d'influence, il peut y avoir des... Voilà, on n'est pas neutre. Donc en général, on est plusieurs coachs à intervenir en individuel sur une équipe. Pour éviter justement qu'il y ait ces petits jeux parfois de passe-passe ou de choses pas très claires. Et ça fait partie aussi de l'équipe, de l'éthique. S'il y a quelqu'un qui vous dit je suis coach et puis je vais te manager toi et ton équipe en individuel, ça doit tilter chez vous que c'est pas normal. Quelque chose qui va pas. Voilà. Mais du coup, ça doit demander une certaine vigilance pour aussi se demander, est-ce que je fais partie d'un jeu de pouvoir dans cette équipe, dans cette mission ? Oui, ça peut demander, ça peut arriver. J'ai vérifié ce que j'avais un doute, et encore, je suis même pas sûr que ce soit le bon biais cognitif, mais quand tu faisais la remarque des personnes qui font plusieurs millions de vues sur YouTube, c'est ça que je cherchais, ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est pas parce que quelqu'un est célèbre ou parce qu'il est connu pour quelque chose où il a réussi que forcément il est bon partout. Et malheureusement, le nombre de fois où j'ai vu ce biais-là se répéter, que ce soit à titre personnel ou même en entreprise, le fait qu'on délègue à quelqu'un parce qu'il a une réussite dans un domaine donné, et qu'on part du principe que d'un coup c'est tout ce qui touche, c'est de l'or, et qu'on le met sur un projet et que le projet se plante complètement, et les gens disent je comprends pas, il avait réussi l'autre projet, quand le domaine n'a rien à voir, les requirements n'ont rien à voir et le résultat n'a rien à voir. Et pour autant, les gens étaient surpris. À chaque fois, je suis arrivé en disant c'est pas parce que quelqu'un est très bon à quelque chose qu'il est bon partout. Laissez-les dans leur expertise. Et c'est malheureusement très souvent des gens qui sont à voir à cause de l'effet de l'halo. Et les gens qui font beaucoup... Alors, tant mieux pour eux, je veux dire. Mais le problème, c'est que c'est souvent d'excellents communicants. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment les diplômes, et puis la formation continue, et l'éthique derrière, c'est pas dit.
C'est pas dit. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer encore il n'y a pas très longtemps, c'est il y a une quinzaine de jours, deux des plus anciens coachs français qui ont écrit des tas de bouquins. Quand ils font des webinaires, ils n'ont pas 200 000 vues. Hein. Non. Et pourtant, c'est des gens qui travaillent avec les gens du CAC 40, les patrons du CAC 40, enfin voilà quoi. Donc là, j'avais un petit post sur un jeune homme, il est beaucoup plus jeune que moi, c'est pour ça que j'ai un jeune homme, mais il est plus si jeune que ça, qui a créé soi-disant un outil qui va faire du coaching automatique, là je sais pas trop quoi, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon bref. Tu vois son truc, il est coach depuis 2 ans, et puis il te dit qu'il a déjà coaché 200 CEO. Alerte, enfin, comment tu coaches 200 personnes en 2 ans de coaching ? Ça fait beaucoup. Puis des CEO, tous, hein, en plus. Oui, en plus. Chercher, quoi. Hein. Alors, c'est peut-être les potes de Station F qui sont tous CEO, hein, je sais pas. Mais, enfin, faut être raisonnable, quoi. Hein, quand on voit des trucs comme ça, faut peut-être te dire... t'es gentil, garçon. Hein. C'est viré, tant mieux pour lui, mais c'est quand même qu'il est très très fort. Voilà, hein, c'est... Faut se méfier quand même un peu de temps en temps. Par contre, la com est top, hein. C'est sûr que là, elle crée soi-disant une intelligence artificielle qui va remplacer tous les coachs, bah c'est fantastique. Mais on demande à voir. Enfin, moi qui renouille un petit peu là-dessus, pas mal même, je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin. Je pense. Effectivement. Mais ça doit être, c'est sûr que ça doit être attractif de l'autre côté, de se dire du coup, parce que j'imagine que du coup le coût est moins élevé pour certainement. pour en le plus, client. ils vendent des trucs 24 heures sur 24, quelle que soit ta problématique, tu te logs, on te parle. Alors il dit que derrière il y a des gens qui vont vérifier des choses et des machins. Ouais, mais est-ce que c'est vrai ça ? La fameuse solution magique. Parce que moi aussi, hein, je peux aller sur ChatGPT puis je vais te demander comment je gère mon temps. Il va me le sortir. Hein. Je veux dire, je l'ai testé, donc je le sais. donc voilà, il me donne des tas de conseils, mais c'est quand même ultra généraliste. Et c'est pas du tout adapté à des situations. Et puis, pour le moment, je dis pas que dans l'avenir, ça deviendra pas super doué, mais enfin, pour le moment, c'est quand même pas, il n'y a pas la subtilité, il n'y a pas... voilà, on reste encore beaucoup dans la généralité. Bien sûr. Dernière question du coup avant de passer aux outils de l'invité, mindful of the time. Oui. Du coup, ma question c'est combien ça coûte un coach si demain je dois aller voir mon boss et que je lui dis ça va pas dans mon équipe, j'ai besoin d'aide. La première question qu'il va me poser c'est combien ça coûte. Il n'y a pas de grille de tarif. Et j'ai pas tout. Ça coûte pas 3 €, c'est pas une séance à 50 balles sur un coin de table. Ça dépend vraiment du coach, de combien de temps il est expert, s'il est excessivement reconnu ou pas, mais compte quand même quelques centaines d'euros la séance, quoi. Voilà. Tu peux. Après, t'as des accompagnements longs, t'as des accompagnements plus courts. Enfin, moi, je sais que je préfère plutôt donner des petits packages aux gens. Genre on passe par 4 séances, tu vois, on voit déjà, puis après on renouvelle s'il y a besoin. Si je fais de l'accompagnement comme je fais pour un peu style bilan de compétences avec la méthode de l'ikigai que j'utilise, bon bah là par contre c'est beaucoup plus, c'est 15 heures obligatoirement parce qu'il y a vraiment un parcours long avec des travaux entre les sessions, machin, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de grille. Je suis navrée pour toi, il n'y a pas de grille. Non, mais ce qui fait écho avec ce que t'expliquais justement, que chaque besoin est unique, que chaque personne a besoin d'un suivi qui lui correspond, donc forcément je peux qu'imaginer que la grille tarifaire est évidemment inexistante et s'adapte aux besoins de chaque personne. Alors déjà, voilà, c'est ça. Moi je sais que je fais des tarifs différents, par exemple entre les tarifs que je fais dans une entreprise et à un particulier, parce que je considère que le particulier n'a pas forcément les mêmes moyens que son entreprise, que s'il fait lui-même son coaching, c'est que souvent l'entreprise lui a refusé, et que s'il fait cette démarche-là quand même malgré tout de vouloir prendre sa vie en main pour avancer dans des problématiques, je vais pas non plus lui faire des tarifs d'américain. Donc je me brade pas non plus, mais j'essaye d'être raisonnable pour que ce soit à peu près accessible, parce que je trouve honorable qu'on puisse indépendamment de son entreprise se faire coacher. D'autant plus qu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises où c'est celui-là il est pas très bon, on va le faire coacher. Ah oui, d'accord, on part de loin. Mais il y en a encore beaucoup. Je peux t'assurer qu'il y en a encore beaucoup où c'est l'évaluation justement de fin d'année, c'était pas top.
Allez, un petit coaching, ça va lui faire du bien. J'imagine tellement la situation. Ouais. Mais oui, donc là, on est t'es un peu rangé dans la catégorie, t'es un boulet. Peut-être que t'es à moitié là sur la rampe de lancement pour une éjection rapide de l'entreprise. Puis en dernière chance, on te met un petit coaching. C'est pas ça, hein, l'accompagnement. Ça doit pas. Ça doit. Et puis idéalement, faut que ça vienne quand même du collaborateur, parce que il est partie prenante. Il va devoir faire des actions, et s'il n'est pas demandeur, s'il comprend pas pourquoi on lui colle ça sur la tête, ou qu'il voit ça un peu comme une épée de Damoclès, du genre, voilà, si je foire mon coaching, là, ça y est, qu'est-ce qu'il va dire le coach à mon chef, machin, enfin, c'est catastrophique, quoi. Hein, c'est ma position, mais c'est pas top. Je suis complètement d'accord. Ça s'entend. Très bien. Je vous propose de conclure sur les outils de l'invité. Donc, Priscille, t'étais pas totalement décidée. Ouais, j'hésitais. Alors, je vais parler quand même de... j'hésite, je peux pas dire les deux. De oui, Focusmate. Bien sûr que si. On peut parler des deux. Alors, Focusmate, que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant. Ou 1 an et 11 mois, à peu près. Qui est donc un outil que j'ai découvert quand j'ai créé mon entreprise, parce que pour le coup, je me retrouvais toute seule chez moi. Et même si je suis plutôt introvertie et que être tout seul chez moi, c'est pas du tout quelque chose qui me choque, bon, au bout d'un moment, parfois ça faisait long, les journées étaient un peu longues. Et j'ai découvert ça, je ne sais plus comment, enfin je ne sais pas vous dire comment je l'ai retrouvé, mais c'est franchement une super app. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est donc une application en ligne qui est donc avec un grand agenda, on se connecte dessus, on crée son petit profil, il y a une façon dont on peut travailler soit avec un mode gratuit, avec un certain nombre d'heures, et puis en mode payant, mais ça va être 4 € par mois ou un truc comme ça. Et donc là, on vous met en relation, vous choisissez votre créneau et vous dites, tiens, là, je veux pas travailler seul. Ce soir, là, de 19 à 20, j'ai un truc à finir. Je veux pas être seul. Donc, vous allez choisir sur un calendrier l'heure. Et là, on va vous mettre en relation avec une personne qui a exactement la même problématique que vous, qui a quelque chose à faire et qui a pas envie d'être seule. On se connecte en visio comme on l'est là. Le but, c'est qu'en début de session, on se dise, moi, pendant cette heure, je vais faire ça. L'autre dit la même chose. On coupe généralement les micros, chacun fait son petit truc, et à la fin, on fait un petit bilan. Ça fait un peu comme un petit partenaire de accountability, si vous voulez, même si on le connaît pas du tout. Et puis, alors en plus, en 2 ans, l'outil a grandi, en plus parce que ça gère à chaque fois, enfin en même temps, c'est le partenaire qui est là, et en même temps, ça fait comme un petit pomodoro. Parce que c'est des séances rythmées, t'as à chaque fois 5 ou 10 minutes entre les sessions, et maintenant tu peux choisir en plus 3 durées, parce qu'avant il n'y avait que 50 minutes, maintenant tu peux avoir 25, 50 ou 75, et donc tu choisis, tu veux mettre une séance de 25, là une séance de machin, tout ça. Et puis donc t'as des gens en face qui, alors c'est très varié, moi j'ai fait un petit compte l'autre fois, j'ai eu 350 partenaires différents, ou quelque chose comme ça autour du monde. En plus tu vois avec les fuseaux horaires, c'est assez drôle. La semaine dernière j'étais avec une jeune femme qui était à Londres, qui avait une vue magnifique derrière elle, et moi Londres c'est ma ville préférée, j'étais à moitié enfin bref, et c'était absolument sublime. Enfin voilà, et je me suis fait un peu des connaissances, notamment des personnes qui apprenaient le français. Et donc on a créé un petit groupe WhatsApp, et de temps en temps on se retrouve, et puis je les fais un peu pratiquer leur français. En fonction des saisons, si t'arrives vers juin-juillet, t'as beaucoup d'étudiants. Et puis après c'est essentiellement des managers, des gens qui sont parfois même dans leur bureau, mais qui ont besoin d'un peu de compagnie. Et puis t'as des trucs super drôles. Moi j'ai eu la mère de famille qui préparait ses goûters, qui nettoyait la caisse de ses animaux, puis c'était des je sais pas quoi, d'espèces de lézards, là, c'était bien gore. T'as des gens qui font du sport, qui sont dans leur garage avec leur poids, machin, parce qu'ils veulent, sinon ils le font pas. Bon, les 3/4 des gens, ils travaillent dans un bureau, mais t'en as quand même, c'est assez drôle. Et j'ai trouvé ça génial, parce que, voilà, tu t'y tiens. Même si la personne d'en face de toi, tu la connais pas du tout, et tu vas pas non plus, t'as pas de compte réellement à lui rendre, le fait que tu lui dis, écoute, là, pendant 1 heure, j'ai prévu de faire tel propal, de faire 3 mails, machin bidule, tu le fais.
Ouais, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que tu l'as. Et c'est absolument génial. Ah bon, bah écoute, je ne suis pas payée pour. Et alors moi j'ai l'abonnement payant, mais comme je vous dis, ça doit me coûter 4,32 € par mois, en illimité. Et puis sinon, je crois que tu as en gratuit 2 ou 3 séances par semaine, tu peux faire. Donc c'est déjà très correct. Voilà. Et puis tu peux choisir dans le temps aussi, tu peux avoir des gens que tu mets en favori, et du coup tu as plus de chances de les retrouver. Enfin voilà. À tester d'urgence, donc. Voilà. Et l'autre outil, c'était Canva, que tout le monde connaît, je pense, maintenant. Moi, ce que j'adore, c'est que maintenant, je fais toutes mes présentations de formation sur Canva. Oh, wow. C'est-à-dire que j'ai oublié PowerPoint ou Google Slide, et je fais tout dessus, parce que je trouve que c'est 100 fois plus facile, c'est plus rapide, ça permet de mettre facilement des images, des sons, des vidéos, des trucs qui bougent un peu, tu vois... tu vas le mettre aussi dans les autres, mais je trouve beaucoup plus difficilement. Là, t'as une banque de ressources fantastiques, un coup de drag and drop, allez hop, c'est bon. Parce que PowerPoint, bon, bah d'accord, tu mets tes images, mais tes images, la banque, elle est quand même pas géniale, donc il va falloir chercher tes images sur Google, machin, ou sur un truc gratuit. Là, c'est fantastique, quoi, fantastique. Donc du coup, là, je fais 100% de mes formations. Je les fais sur Canva et je les présente directement depuis Canva, puisque tu peux présenter depuis Canva, tu as tes notes, ton machin, ton timer, exactement comme un PowerPoint. Et voilà. Donc là, je trouve, voilà, je fais mes vidéos aussi d'entreprise, enfin... C'est devenu un outil que je connais depuis 2014, je pense, mais qui est, je trouve, maintenant un incontournable. Et encore, je n'utilise pas tout. Les petites applications, il paraît que maintenant, il y a tout un tas de petites applications que je vois, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester, et qui a l'air absolument... Enfin, elles ont toutes l'air fantastiques, quoi. Fantastique. C'est vraiment un outil incontournable. Et quand je pense que la personne qui a créé ça, c'est une Australienne, elle était absolument pas suivie, hein. Elle s'est battue toute seule pour faire son truc, parce que personne n'y croyait. On voit ce qu'elle a fait maintenant. Voilà. C'est super intéressant. Je viens de regarder en direct le site et c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'il y avait la partie interactive. Et c'est vrai que là, par exemple, ils le mettent en avant de manière éducative pour les, donc ils disent pour les études, enfin pour les étudiants et surtout pour les professeurs, de manière à avoir non seulement quelque chose qu'ils peuvent présenter, mais aussi les étudiants peuvent interagir avec. C'est hyper intéressant. Je savais pas du tout que ça. Ah non, mais là ils font des trucs, mais ça a évolué, mais ça va tellement vite d'ailleurs que moi j'y suis pourtant tous les jours dessus. Je t'assure que j'ai du mal à suivre. Alors ils font pas mal de tutos, hein, c'est quand même bien. Ils ont une grosse banque de tutos, mais il y a plein de trucs que j'ai encore pas du tout eu le temps d'aller tester parce que voilà, à chaque fois il faut faire des petits tests et tout. Mais franchement, moi déjà je fais beaucoup de vidéos pour présenter mon activité. C'est hyper facile, tu mets ta petite musique qui va bien, tu fais des trucs, tu mets des images, tu mets des bouts de film, tu mets de l'audio, enfin c'est d'une simplicité en plus à utiliser, c'est incroyable quoi. C'est vraiment du drag and drop, ça va, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes capacités de graphiste. T'as des milliers de modèles, donc moi je suis pas du tout très douée pour la partie coloriage, on va dire. Je suis pas très douée là-dessus, les dessins et tout ça. Et là franchement, t'arrives à faire des trucs nickel en 3 clics quoi. Donc, voilà. Excellent, merci beaucoup pour ces recommandations. Donc Canva et Focusmate. Focusmate. Les deux à tester évidemment d'urgence. Et sur ça on va conclure, on est pile à l'heure. Donc avant de finir, Priscille, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? On a mis plein de liens dans les notes de l'émission. Oui, je t'en ai mis plein, je t'ai servi. Écoute, le plus simple c'est quand même LinkedIn, c'est là où je suis le plus souvent. Donc soit sur ma page perso, donc Priscille Livenet, soit Priscille Livenet Service pour la partie entreprise. C'est le plus simple de me contacter par là. Je suis aussi ailleurs, sur Facebook, sur Instagram, mais c'est quand même là que je vais plus souvent et on m'envoie des messages et je réponds plus facilement que sur Facebook ou Insta. Voilà. On peut donc t'écouter sur ton podcast Productivio. Exactement, là j'ai passé mes 200 et quelques épisodes, parce que j'ai lancé ça en 2015. Voilà, donc fidèle au poste, c'est pas toujours facile de trouver des thèmes, mais je m'accroche. Excellent. Bien, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. On a été très loin de l'agilité pour le coup, mais... Ouais, on est toujours loin de l'agilité, mais on y revient au bout d'un moment. D'une manière ou d'une autre, toujours.
Pierre, t'as eu le temps de travailler sur ton site perso? Bien sûr. Donc, il sera mis en ligne cette semaine. Enfin, en ligne. Il sera de retour, devrais-je dire, en ligne. Et donc, ce sera pierre.ferret-ferrand.fr. Sinon, comme d'habitude, LinkedIn, le meilleur moyen de me contacter. Excellent. Et de mon côté, julien.deray.fr comme d'habitude, mon bouquin sur Amazon comme d'habitude, et dans Relife, on sort un épisode demain qui va sûrement sortir avant Agiliste. Oserais-je le dire? On parle d'un livre sur comment gagner du temps, comment s'organiser. Optimisation du temps. Optimisation du temps, et ça ça revient un petit peu sur l'idée du Pomodoro, avec tu commences ta journée avec un highlight et ensuite tu fais des focus comme ça. Et moi je reviens sur la course que j'ai faite au Pérou en décembre, le half marathon des sables. Je fais un petit retour d'expérience sur l'ultra trail. J'ai hâte d'écouter tout ça. On écoutera ça avec plaisir. Ouais, l'épisode est monté, il sort demain matin à la première heure. Parfait. Et bien merci aux auditeurs, aux auditrices de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des notes sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout. Si vous nous découvrez sur LinkedIn, mettez-nous un petit commentaire, un petit message, partagez avec la communauté. Ce serait bien que ça bouge un petit peu. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Et voilà. Et si vous voulez intervenir comme Priscille, n'hésitez pas à me passer un message, à moi ou à Pierre. On est toujours très heureux de se faire des nouveaux amis. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Au revoir Priscille, au revoir Pierre. Au revoir messieurs, merci encore. Merci à toi.